Chers amis, cher Daniel, je n'ai pas écrit de discours, j'ai pris quelques notes et j'ai compté sur ma longue et fidèle amitié entre Daniel et moi pour improviser et pour vous dire quelques mots donc sur la carrière et les mérites de Daniel Farhi. Daniel m'avait dit dans le temps, si je meurs avant toi, il faudrait que tu parles sur ma tombe. Alors je préfère ne pas parler sur sa tombe et prendre la parole pour une décoration prestigieuse, officier de la Légion d'honneur. Donc également, je voulais rappeler qu'au début des années 70, nous sommes allés, Béat et moi, dans la synagogue de la rue Copernic. Nous avons écouté un sermon de Daniel, et puis moi j'ai parlé, et je crois que c'est Daniel qui a eu la foi, pas moi. Donc Daniel nous a suivis, et moi je n'ai pas trop suivi dans les méandres de la religion, je n'ai pas trop suivi Daniel. Donc c'est lui qui nous a suivis et qui s'est engagé volontairement donc dans ce mouvement qui en était à ses débuts. Je vois devant nous des représentants du tout début, Alexandre Alonbrenner ici, Henri Agenberg qui représente la famille Agenberg ici, Jacques Toros là-bas. C'était le début des années 70 et nous avons commencé une campagne en Allemagne et je parlerai du militant de la justice qu'a été et qui est toujours d'ailleurs Daniel. En juillet 1975, ce rabbin a eu le courage d'aller avec 8 autres militants. Il y avait 6 étudiants et puis une ancienne déportée. Lui et encore un adulte. Il y en a une qui est là, une étudiante qui est là. Une étudiante qui... Ah ben voilà, alors je la félicite, voilà. Et ils sont allés à Cologne, et à Cologne, une semaine après la destruction par un groupe de nos militants du bureau de l'IJCA. Ce bureau qui était au rez-de-chaussée, eh bien toutes les vitres avaient été reposées, la vitrine avait été reposée. Et donc une semaine après, Daniel et ses amis sont venus et ont redétruit cette façade vitrée du bureau de l'IJCA qui était une sorte de symbole de la légalité allemande que nous brisions systématiquement. Et Daniel a été arrêté comme les autres. Il a passé une semaine en prison, ce qui n'était pas agréable pour un rabbin d'être en prison en Allemagne. Et un grand procès a été organisé le 19 mai 1976. Et le jour du procès, un 3e commando est arrivé et a redétruit cette façade vitrée du bureau de l'IJCA, qui avait été chef de la Gestapo de la région parisienne. Et le procès a eu lieu dans cette atmosphère extrêmement surexcitée du fait de notre volonté de briser la légalité allemande. Et dans ce procès, il y a eu un autre procès. Une de nos militantes a été reconnue comme ayant détruit la façade le matin même. Elle a été jugée en flagrant délit, pendant que Daniel et les autres étaient jugés quelques mois après avoir commis cet acte illégal. Et notre militante a été condamnée à 3 mois de sursis, et pour la première fois en Allemagne, un juge a prononcé l'acquittement général pour les 9 personnes qui avaient détruit un an auparavant ou 9 mois auparavant la façade vitrée du bureau de l'IJCA. Et c'était une grande avancée dans notre
dans l'action que nous menions pour faire appliquer par la justice allemande une loi que nous avions fait voter après 4 ans de campagne. Et on le doit donc à ces volontaires. C'était une action qui a permis d'aller de l'avant avec cet acquittement qui était une surprise générale. Et puis, 4 ans après, ou 3 ans après, le procès de Cologne a eu lieu, le procès de Kurt Lischka, qui avait été le prédécesseur d'Eichmann à la tête du service anti-juif de la Gestapo, le procès de Herbert Hagen, qui avait été le formateur de 37 à 39 comme chef du service anti-juif du SD, le formateur de toute l'équipe de la solution finale, et qui, Lischka et Hagen, étaient en France et étaient les organisateurs de la solution finale en France. Et puis il y avait Ernst Heinrichson, qui était adjoint au chef du service anti-juif de la Gestapo à Paris et qui a déporté en particulier les 4000 enfants de la rafle du Veldiv et qui les a déportés comme en ont témoigné les personnes qui l'avaient vu, avec infiniment de plaisir. Donc ce grand procès a eu lieu et Daniel était là. Daniel était là à plusieurs audiences et Daniel était là le jour de la grande marche des Juifs de France. Il y avait plus de 1000 Juifs qui se trouvaient à Cologne. On n'avait pas vu autant de Juifs marcher dans la rue en Allemagne que depuis la nuit de cristal, où c'était cette fois la première fois les bourreaux qui avaient fait marcher les Juifs en masse dans la rue. Eh bien là, c'était nous qui marchions. Et en tête, il y avait Daniel, il y avait Alain, le regretté Alain de Rothschild, qui était président du consistoire et président du CRIF, et qui, en 1975, quand Daniel avait été arrêté, qu'on lui avait demandé d'intercéder pour la libération de Daniel, avait dit « Mais qu'est-ce qu'un rabbin avait à faire dans cette galère ?» Et voilà le président du consistoire et du CRIF qui marchait en tête de la manifestation, parce que toujours ceux qui récupèrent sont en tête des grandes manifestations une fois que les choses que nous souhaitons et pour lesquelles nous nous battons arrivent à maturité. Donc à côté de Beate, à côté d'Annette, à côté d'autres de nos militants, eh bien, Daniel se trouvait là, à la grande synagogue de Cologne, qu'exceptionnellement les Juifs de Cologne avaient ouverte, parce qu'auparavant, s'ils avaient pu la fermer, ils l'auraient fermée, étant donné que notre action les gênait. Vous voyez, ce sont des actions qui paraissent, avec le temps, être que tout le monde est d'accord, en tout cas toute notre base, je dirais juive, devrait être d'accord, mais en fait à l'époque, eh bien, il y avait beaucoup de difficultés, y compris à l'intérieur de la communauté. Et puis Daniel a mené avec beaucoup de nos amis des fils et filles en 1981 cette grande manifestation à Hambourg pour y faire inculper Arnold Strippel, qui avait pendu tous les enfants juifs qui avaient été victimes d'expériences médicales et qui avaient été mis dans les sous-sols d'une école au Boulenhuzerdam, une école qui aujourd'hui, grâce aux efforts des militants de la mémoire, est une école qui porte leur nom, la rue porte leur nom, les rues portent le nom des enfants. Eh bien, en 1981, c'était le 20 avril 1981, le jour de la naissance de Hitler, eh bien, des centaines de fils et filles étaient présents à Hambourg et Daniel a lu le Kaddish et a demandé la minute de silence et c'était une des actions d'éclat des fils et filles. Action d'éclat qui s'est renouvelée aussi à Bergen-Belsen en 1985 quand le président américain a commis l'erreur de commémorer ou de venir s'incliner sur la tombe à Bitburg des Waffen-SS
à la demande du chancelier allemand de l'époque, M. Kohl, eh bien, nous sommes allés protester à Bergen-Belsen et je me souviens de nos amis Olivier Friedler, qui est aujourd'hui disparu, de Jacques Toros, qui est là, et de Daniel Farry par terre, et portés par des choupeaux, des policiers allemands qui ne les ménageaient pas et qui les ont arrêtés pour, disons, une petite période. Mais en tout cas, il y a eu un affrontement qui était un affrontement physique et qui était dur. Et puis, Daniel a toujours été présent à tous les procès et aux péripéties judiciaires, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties judiciaires où nous étions impliqués, ou bien les criminels impliqués dans français ou allemand. Je pense à l'affaire Barbie, il était à Lyon souvent, il était aussi dans les affaires Leguet, Bousquet, Touvier, Papon, Brunner. Dans tous ces procès, il y a eu, ou toutes ces affaires, il y a eu d'innombrables péripéties où il fallait que les militants soient là au tribunal pour impressionner, pour montrer que ce n'était pas la cause d'un avocat, mais que c'était la cause de toute une catégorie. Eh bien, il était là, comme il était là aussi au procès Le Pen, au procès Forisson, et toujours présent aux manifestations, aux grandes manifestations de la communauté juive. Donc, militant pour la justice, il l'a été avec ferveur, et militant pour la mémoire également. Alors, il y a plusieurs épisodes. Il y a l'avion de la mémoire, les avions de la mémoire, c'est-à-dire les premiers pèlerinages au monde, on peut dire, qui a eu lieu en un seul jour, a été le pèlerinage que nous avons organisé le 29 mars 1981. Pour aller à Auschwitz, 2 avions, un avion de la Lotte et le dernier avion de la Caravelle, le dernier voyage de la Caravelle, qui est allé donc de Paris à Katowice et qui, pour aller donc de Katowice ensuite à Auschwitz en autocar, mais c'était le dernier voyage de la Caravelle, c'était Paris au fond, Paris-Auschwitz. Et notre rabbin, le rabbin des fils et filles, Daniel Farry, était là et prononçait, c'était une journée très émouvante, c'était une journée où normalement l'armée soviétique devait envahir la Pologne et pendant 1 heure les avions n'ont pas pu décoller jusqu'à ce qu'on apaise la situation et on a décollé quand même. Et nous sommes, ça a été donc ce premier voyage qui a été suivi de milliers d'autres voyages par des tas de différentes associations de tous les pays d'Europe. Mais là aussi, les fils et filles ont ouvert la voie et Daniel était avec nous puisqu'il est membre du premier petit groupe que nous avons formé. Et ça, c'était l'avion de la mémoire, mais il y a eu le train de la mémoire, c'était le 6 avril 1992, c'était donc le 50e anniversaire de la déportation des Juifs de France. Et vous vous souvenez sans doute aussi, un certain nombre d'entre vous étaient dans le train, ce train qui a emmené 1 millier de personnes par le même itinéraire. Et il faut remercier tous ceux qui ont organisé, Annette Zellman, Régine Lipp, Charlotte Herrmann, ceux qui sont là et celles qui ne sont pas là également. Et nous sommes allés donc à Auschwitz par le train de la mémoire. Et là, également, une cérémonie très émouvante où Daniel a chanté d'une façon extrêmement émouvante le El Moleh Rachamim, et nous nous en souviendrons toujours. Et puis, Daniel a créé la lecture des noms pendant 24 heures d'une façon ininterrompue. Le jour de Yom HaShoah, il l'a fait en 1990 en symbiose avec les fils et filles, en se basant sur le mémorial
la déportation des Juifs de France. Et cette lecture des noms est devenue un rituel qui s'est multiplié dans les différentes villes de France de différentes façons, mais qui est quelque chose que nous entendons voir poursuivre après nous si la transmission se fait correctement. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, au mémorial de la Shoah, où s'effectue cette lecture des noms, les plus grands noms de la vie politique ou diplomatique française sont là pour lire des noms. Qui aurait pu penser à cela il y a 30 ans? Ça semblait tout à fait, incroyable de voir les préfets de police en uniforme se succéder pour lire les noms de ceux qui avaient été arrêtés sur ordre de la préfecture de police de l'époque. Et je me souviens que lors d'une exposition qui avait eu lieu à la préfecture de police, l'histoire de la préfecture de police, il n'avait pas été question des arrestations de Juifs en France, à Paris pendant la guerre. Il a fallu insister, comme on sait le faire, pour que ce soit que cette partie de l'histoire de la préfecture de police apparaisse dans l'exposition. Donc, cette lecture des noms est extrêmement importante pour la mobilisation de la communauté juive française. Le mémorial de la déportation en 1978 a été, disons, le facteur d'une très grande mobilisation, mais pour que la mobilisation se poursuive, il fallait un rituel. Et ce rituel, c'est Daniel qui l'a organisé, d'autres le reprennent, c'est évident, mais Daniel tient toujours à ce que le jour de Yom HaShoah, il y ait aussi une cérémonie sur l'esplanade des martyrs juifs du Vel-d'Hiv, parce que c'est là, à côté, que se trouvaient les milliers de personnes qui ont été entassées dans le Vel-d'Hiv. Et puis aussi, Daniel a été un militant fidèle de la lecture des convois. La lecture des convois que notre association avait organisée en 2002. De 2002 à 2004, chaque convoi a été lu, tous les noms ont été lus à midi, au jour exact, 60 ans après la déportation, et tous les noms donc ont été lus au cours de cette série de lectures qui a duré 2 ans. Et Daniel était souvent avec nous, et lorsque, pour le 70e anniversaire, on a lu tous les noms, enfin de nouveau on a refait cette série de lecture des noms, eh bien Daniel, je crois, a été le plus fidèle des participants à ces lectures, et presque à chaque lecture il était là, malgré son état de santé, la difficulté de se déplacer. Il venait à chaque fois de 2002 à 2004 pour 80 convois au mémorial de la Shoah, et il a lu avec nous, et il a pris souvent la parole pour lire et pour prononcer le Kaddish à la fin de chaque cérémonie. Et il a été aussi un des premiers à faire nommer ceux qu'il avait sauvés pendant la guerre, qu'il avait protégés pendant la guerre, lui et sa sœur, Georges et Juliette Allenbach. Je dis bien Allenbach et pas Achenbach. Donc il a fait inscrire dans le livre des justes la famille qui l'a sauvé. Quant aux militants de la foi, eh bien, bon, j'ai lu ces sermons portaient souvent sur la Shoah, et il y en a un qui nous a touchés profondément, c'est au dernier survivant, où il faisait la promesse au dernier survivant de la Shoah d'être la mémoire de sa mémoire. Il parlait des anciens déportés et non pas des fils et filles des déportés. Nous sommes aussi proches d'ailleurs
de la fin de notre présence sur Terre, d'ailleurs, puisque bon, les plus jeunes d'entre nous ont plus de 75 ans, ce qui donne une certaine idée du délai qui nous rapproche de la disparition non seulement de tous ceux qui ont connu Auschwitz, mais également de tous ceux qui ont connu quelqu'un qui a péri à Auschwitz. En tout cas, par ses articles, par ses livres, par ses sermons, Daniel Farhi a eu beaucoup d'influence et dans la communauté et à l'extérieur de la communauté. Et je dois dire que pour tous les membres des Fils et Filles, c'est véritablement un ami fidèle par la fidélité de sa mémoire, de sa personnalité à l'égard de toutes les victimes. Et puis c'est lui qui nous enterre aussi, il vient nous enterrer, ce qui est, comment dire, il est triste, c'est une occasion de le voir de plus, mais il est fort triste de voir enterrer ses amis, mais c'est son rôle, hein. Et je dois dire que nous sommes extrêmement heureux que Daniel puisse être honoré je dirais une troisième fois, puisqu'il a eu le mérite, il a eu la Légion d'honneur, et maintenant il devient officier de la Légion d'honneur. Et nous sommes très heureux parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves de santé, morale également, et nous savons ce que cela représente, et nous ne l'avons jamais quitté, il ne nous a jamais quittés, et on ne se quittera jamais. Voilà.